Bonjour, on plonge dans les écrits de Bediüzzaman Saïd Nursi. Exactement. On va essayer de décortiquer sa vision de, comment dire, notre structure intérieure. Spirituel, psychologique, tout ça. En se basant sur des extraits, oui. Pour essayer de comprendre un peu mieux sa pensée, Notre objectif, c'est de saisir comment il articule les sens externes, ce qu'on connaît bien, et puis ces fameux sens internes. c'est ça. Ce qui est fascinant d'entrée, je trouve, c'est vraiment cette distinction qu'il fait. On a nos 5 sens classiques, tournés vers l'extérieur, Oui, la vue, l'ouïe, etc. voilà. Et à côté, il pose l'existence de facultés internes. L'intellect, le cœur, l'esprit, la conscience morale et l'âme. Comme des fenêtres sur autre chose. En quelque sorte, oui. Sur des mondes, disons, spirituels, invisibles. C'est comme ça qu'il les présente. Bon, commençons par la base alors. L'esprit, il le décrit comment? Comme une naissance immortelle? C'est ça, l'essence immortelle, indivisible, et qui est maîtresse du corps. Maîtresse du corps. Oui, l'esprit est vraiment vu comme la source de la vie elle-même. Il est indépendant du corps physique, qui lui, est périssable. Donc l'esprit pourrait exister sans le corps. Dans sa perspective, oui, l'inverse non. Il le décrit comme simple, constant, presque hors du temps matériel, si vous voulez. D'accord. Intéressant. Et après l'esprit, il y a le cœur. Alors là, attention, pas l'organe physique, hein. Non, non, pas le muscle. C'est une faculté spirituelle. Le centre névralgique, pourrait-on dire, pour nos décisions, nos intuitions profondes. Et comment il fonctionne, ce surspirituel? Il est alimenté? Oui, principalement par 2 canaux, selon Noursi. D'un côté, l'intellect. L'intellect, qui analyse le monde extérieur? Voilà, qui traite les infos venues de l'extérieur, qui réfléchit, etc. Et de l'autre côté, et ça c'est vraiment un point central chez lui, la conscience morale. La conscience morale. Une sorte de guide intérieur? C'est un peu l'idée. Il la voit comme une faculté innée, qui perçoit la vérité directement, sans filtre rationnel, disons. Elle relaierait quoi exactement? Ce qu'il appelle les balances du monde intérieur, des sortes d'étalons de vérité fondamentaux. Une boussole interne qui indiquerait toujours le vrai? C'est une affirmation assez forte, ça, non? Oui, c'est l'idée maîtresse. Cette conscience morale capterait ces vérités essentielles et les communiquerait au cœur. Ce serait le siège de nos valeurs morales profondes. Un miroir de la vérité qui ne se trompe jamais. Selon lui, oui. La faculté elle-même ne se trompe pas. C'est l'individu qui peut ensuite choisir de ne pas l'écouter ou de mal interpréter. D'accord. Et il fait une analogie, je crois? Oui, pour bien distinguer, le cerveau physique est à l'intellect abstrait ce que notre cœur de chair est au cœur spirituel, cette faculté de perception. C'est plus clair. Parlons de l'intellect, justement. Sa fonction première, distinguer le vrai du faux? C'est ça, le discernement. Mais attention, il y voit plusieurs niveaux ou états. Les 3 degrés. Stupidité, ruse et sagesse. Exactement. La stupidité, c'est le manque de discernement, l'incapacité à voir clair. Ok. La ruse, c'est l'excès. C'est une intelligence, mais dévoyée, qui peut tordre la vérité, faire passer le faux pour le vrai, pour son propre intérêt. Et la sagesse, alors? La sagesse, c'est l'équilibre juste. La capacité à reconnaître le vrai, le faux comme faux, et surtout à agir en conséquence. Et il insiste sur l'importance de la réflexion pour ça? Oui, la réflexion et même le débat, la discussion, c'est vu comme essentiel pour affûter l'intellect, pour le maintenir dans cet état de sagesse. Il nous reste 2 concepts importants. L'ego, qu'il appelle le moi, et puis l'âme. Commençons par l'ego. Il dit que c'est un sentiment de possession, fictif. C'est un peu étrange, non? Oui, fictif ou imaginaire. C'est ce sentiment très ancré en lui du mien, ma maison, mon corps, même mes idées. Ce sentiment d'appropriation. Et pourquoi fictif? Parce que Nursi le voit non pas comme notre identité réelle, profonde, mais comme une sorte d'outil de mesure, une unité de compte, si vous voulez, Un outil de mesure. Et pour mesurer quoi? pour nous permettre de concevoir les attributs infinis de Dieu. C'est en comparant nos propres capacités, nos possessions, qui sont très limitées, Avec ce sentiment du mien. qu'on peut commencer à avoir une petite idée de ce que signifie sa connaissance infinie, son pouvoir absolu, sa propriété universelle. C'est une échelle de comparaison, pas notre essence. D'accord, je vois mieux. C'est subtil. Et pour finir, l'âme. Quelle différence avec l'ego? Alors l'âme, le nafs en arabe, c'est différent. Ça représente plutôt notre dimension
disons matériels, nos pulsions, nos désirs instinctifs. Le côté un peu animal, quoi. On pourrait dire ça. Les appétits charnels, la colère, ce genre de choses. Il la décrit comme dense, porteuse de ses tendances. Mais elle n'est pas figée, hein. Non, et c'est crucial. Elle est éducable. Elle peut être transformée par la discipline spirituelle, morale. Elle a un potentiel d'élévation. Donc, si je résume, la différence est l'ego est immatériel, une perception fictive, un outil, C'est ça? tandis que l'âme a une base plus concrète, liée aux instincts, mais elle peut être travaillée. Exactement. L'une est une perception, l'autre est une force, une dynamique intérieure avec ses tendances, mais aussi sa capacité à évoluer. Bon, si on essaye de faire une synthèse rapide de tout ça, Noursi nous dessine une carte intérieure assez détaillée finalement. Oui, très structuré. On a un esprit immortel, source de vie, un cœur spirituel au centre pour les décisions et l'intuition. Alimenté par l'intellect qui analyse le dehors et la conscience morale qui capte la vérité du dedans. C'est ça, hein. Tout à fait. Et à côté, on a cet ego, cet outil de comparaison pour appréhender le divin, Hmm. et l'âme, porteuse de nos désirs, qu'il faut éduquer, discipliner. Voilà. C'est un cadre qui ouvre des perspectives sur le travail sur soi, le développement intérieur, n'est-ce pas? Oui, clairement. Et ça nous laisse peut-être avec une question, une pensée pour ceux qui nous écoutent. Si on accepte cette architecture des facultés internes, Oui, et surtout cette idée de l'ego non pas comme notre moi profond, mais comme un simple instrument de perception, de comparaison, alors? mais comment est-ce que ça pourrait changer notre façon de nous voir, notre cheminement personnel et notre compréhension de qui nous sommes vraiment?